Le 2 mai 2008, de cet étang des Verchères, situé à une trentaine de kilomètres à l'ouest de Lyon, les pompiers extraient le corps sans vie de Jean-Paul Driard. Le cadavre gît à côté de sa voiture immergée. La disparition de Jean-Paul Driard avait été signalée 3 jours plus tôt par sa compagne, Geneviève Bertry. Elle n'a jamais eu conscience de l'avoir tué et encore aujourd'hui, elle en parle quelquefois avec émotion, comme si elle attendait qu'il revienne. Voilà, donc on n'a pas du tout le schéma d'une personnalité criminelle. Simplement, il y a eu un moment de désespoir de la part de quelqu'un qui était totalement dépressif et dont le couple battait de l'aile, peut-être parce qu'on ne supportait plus les gémissements de l'autre. Ces gens-là, on les voyait la veille, la main dans la main, en amoureux. On s'est douté de rien. C'est impossible, ça. C'est ce qui continuera quand même à nous... Ça va être dur, quoi. Ça, c'est quelque chose, je pense, qu'on va garder toute notre vie, quoi. Les explications de Geneviève Bertry sont confuses et successives. Elle évoque un accident, puis reconnaît qu'elle a pu pousser dans le lac, tout en essayant de la retenir, la voiture de son compagnon. Elle est mise en examen pour assassinat et incarcérée. Dans ses courriers, elle me racontait l'incarcération qu'elle avait eue. Elle ne sait pas comment elle s'est retrouvée là, si vous voulez. Elle ne sait pas, elle me dit, j'ai perdu la tête, je sais pas, elle ne sait pas ce qui lui est arrivé. Moi, je l'ai vue pendant 6 mois sans pouvoir avoir véritablement un entretien. Elle était taisante, assise sur une chaise, sans pouvoir s'exprimer. Et chez le juge d'instruction, c'était des crises de larmes, c'était l'impossibilité d'une expression naturelle. En cours d'instruction, Geneviève Bertry ne cesse de donner des versions contradictoires. Elle évoque son état dépressif, un dédoublement de personnalité, un coup de folie. Curieusement, si sa responsabilité est clairement engagée dans la mort de son compagnon, elle semble n'y avoir eu ni mobile, ni intérêt particulier. Elle était égale à elle-même, c'est-à-dire qu'elle ne cesse de changer de version, elle ne cesse d'avancer des justifications fantaisistes, elle essaye de s'en sortir, mais de façon pathétique. Et j'ai bien peur qu'à l'audience, nous ayons une énième version, qui soit une version différente. Les changements de version, c'est du niveau que ne sait plus qui conduisait au moment où on est allé de la maison à l'étang. Apparemment, c'était elle. Elle a dit qu'elle avait poussé la voiture tout en disant qu'elle l'avait retenue. Elle a parlé plus tard dans ses versions de dédoublement de la personnalité, d'un diable qui était dans son corps. Mais ça n'apporte aucun changement aux faits eux-mêmes. Le procès de Geneviève Bertry s'ouvre le 14 février 2011 devant la cour d'assises du Rhône, siégeant dans le nouveau palais de justice de Lyon. L'audience est prévue sur 3 journées. Une quinzaine de témoins ont été convoqués et une demi-douzaine d'experts sont appelés à déposer. Geneviève Bertry est âgée aujourd'hui de 55 ans. Elle est en détention depuis 2 ans et 9 mois. Parmi les témoins figurent la sœur et la fille de l'accusé. C'est à ces 2 femmes que Geneviève s'est confiée 3 jours après les faits, permettant ainsi la découverte du corps. Y a-t-il des parties civiles ? Les 4 enfants d'une précédente union de la victime, ainsi que son frère et ses sœurs, se sont constitués partie civile. Leurs intérêts sont représentés à l'audience par maître Hervé Bambanast. Donc il faut s'attendre à tout, il faut s'attendre à de la frustration, il faut s'attendre à des surprises, il faut s'attendre à de la provocation. Et on a l'innocence. Ouais, carrément. On a tenu jusqu'à maintenant, on Donc, tiendra. vous allez faire... Geneviève Bertry est défendue par 2 conseils. Un jeune avocat, maître Xavier Morose, et un pénaliste d'expérience, maître Gérard Thomasin. Le siège de l'accusation est tenu par Véronique Escolano, vice-procureur général. Les débats seront dirigés par le président Patrick Vion. L'audience est ouverte, vous pouvez vous asseoir. Le jour des faits, lundi 28 avril 2008, Jean-Paul Driard reprend son travail après un arrêt maladie d'1 semaine. À 17h, il retrouve Geneviève et tous les 2 se rendent au camping du col de la Luère.
Reclus depuis 1 an dans un petit appartement, ils envisagent l'achat d'un mobil-home. Ils ont regardé le mobil-home, ils ont dit, bon, bah, pour nous, ça nous convient, tout nous convient. Monsieur Driard a dit, il faut que je voie mon frère en attendant pour voir s'il peut l'entreposer chez lui. Ils étaient très bien tous les deux. Ils se tenaient par le bras, tout allait très bien. Hein. Ils ont fait le tour, ils se sont promenés. Je vous dis, ils étaient très bien tous les deux. Je n'ai rien décelé chez Geneviève d'inhabituel. La connaissant depuis 21 ans, la voyant, je n'ai rien décelé d'anormal. Le couple entreprend les 3 kilomètres de descente du col à bord de la vieille R19 verte de Jean-Paul Driard. À un moment, celui-ci s'en prend violemment au chien de sa compagne, un teckel judicieusement nommé Molos. Lorsqu'elle descend le col de la Luère, qu'elle a une violente altercation pour des motifs qui peuvent paraître futiles à d'autres, mais qui reviennent de manière lancinante depuis un certain temps, avec ces problèmes de chien dont elle estime qu'il est maltraité. En tout cas, ça va fomenter chez elle une réaction sourde à l'intérieur. Ils s'arrêtent, alors qu'ils habitent à côté. Et il va se passer là une scène essentielle. Parce que là, c'est trop. Si je reprends ses aveux, ses explications en tout cas. Mais lorsqu'ils descendent au domicile, eh bien, il y a quoi? Il y a un état d'énervement partagé, certes, mais il y a à l'intérieur une rumination. Jean-Paul va garer la voiture sur le parking voisin. Geneviève rentre préparer le dîner. Un nouvel incident éclate, toujours à propos du chien. Selon Geneviève, Jean-Paul lance un violent coup de pied qui propulse l'animal contre le mur. Ils vont décider d'aller à l'étang après dîner, mais avant de dîner, ils vont discuter, ils vont surtout s'écharper, je pense. Et là, qu'est-ce qu'elle va faire après le dîner? Elle va lui mettre 5 comprimés de somnifères. Il lui en reste plus un. Ignorant qu'il vient d'ingurgiter dans sa tisane ses comprimés de noctamide, Jean-Paul, comme tous les soirs, va nourrir dans un pré voisin la jument de sa compagne. Il reprend la voiture et revient devant l'appartement chercher Geneviève. La voiture repart avec cette fois Geneviève au volant, selon toute vraisemblance. Le somnifère, dont Jean-Paul vient d'avaler 5 fois la dose habituellement prescrite, commence à produire son effet. Il somnole, sans pour autant perdre conscience. Le véhicule quitte la route départementale pour s'engager dans un raidillon qui mène au lac des Verchères. La voiture s'immobilise face à l'étang, sur la pente boueuse qui mène à l'eau. Jean-Paul émerge de sa torpeur pour demander où il est. Geneviève lui répond, puis quitte le siège conducteur et longe la voiture par l'arrière. Elle va dire dans ses auditions qu'elle l'a poussé, mais également qu'elle l'a retenu. Elle était tout autre qu'elle-même. Le moteur n'était pas en route, c'était une vieille voiture. Elle glisse, que la voiture s'est enfoncée. Le malheureux monsieur Driard, la victime, ne savait pas nager. On l'a retrouvé 3 jours plus tard, à côté du véhicule, au fond de l'eau, avec ses lunettes sur le nez. Il est mort d'une noyade. Ce sont les derniers instants de ce pauvre homme qui avait une phobie de l'eau. C'était un homme qui n'aimait pas l'eau, avait peur de se noyer, ne savait pas nager. Et ça n'est pas neutre. Donc là aussi, ça rentre dans le plan de Madame Bertry, qui ne pouvait l'ignorer. C'est une évidence. Les 2 vitres latérales gauches étant restées ouvertes, la voiture coule en moins d'1 minute. Ma cliente dit qu'il n'y avait pas de frein à main et lorsqu'on a repêché le véhicule, le frein à main était mis. Donc on peut penser que c'est le compagnon qui a essayé de tirer le frein. Ce frein à main, qu'est-ce que ça veut dire? C'est le dernier geste d'un homme désespéré qui s'est rendu compte de ce qui lui arrivait. Parce qu'il a compris. Nonobstant les brumes du noctamide,
qui avait envahi sa pensée. Et puis, les dernières centièmes de seconde de vie, c'est l'eau qui rentre par la bouche, par le nez, et c'est l'asphyxie, c'est la souffrance absolue, c'est insupportable pour les enfants. Durant ces quelques instants, Geneviève Bertry reste immobile sur la berge, sidérée, sans un geste. Puis elle fait lentement demi-tour et reprend à pied le chemin en sens inverse. Et là, elle va se boucher les oreilles pour ne pas entendre les appels au secours et rentrer à pied. De ce chemin de retour, estimé à une grosse demi-heure, on ne sait rien. À son arrivée à l'appartement, Geneviève prend le téléphone pour signaler à ses proches que Jean-Paul n'est pas rentré. Comme à l'instruction, Geneviève Bertry a donné aux jurés l'impression d'une accusée fuyante, hésitante et imprécise. Elle a en tout cas refusé d'admettre clairement avoir volontairement poussé le véhicule à l'eau. Tout le monde se dit, mais il ne peut pas y avoir mort d'homme sans explication. Et Madame Bertry également, je pense, voudrait une explication, mais elle est bien en peine de livrer cette explication parce qu'elle vous dit « Moi, je ne comprends pas, j'ai eu un moment de folie, un coup de folie, j'ai pété les plombs. Vous me demandez la raison pour laquelle, à un moment, j'ai pu être responsable de la mort de Jean-Paul Driard. Je ne sais pas. » Il me semble qu'a priori, c'est parce que je n'étais pas moi-même qu'à un moment, j'ai pu me retrouver au bord de l'étang, dans ce véhicule, sortir du véhicule et laisser le véhicule glisser dans l'eau. C'est une actrice qui a véritablement le talent de la manipulation. Elle se pose comme victime. Là où elle m'a choquée, c'est quand elle a dit j'ai la tête sur les épaules. J'ai la tête sur les épaules. Ah, oui. En même Là, temps, m'a fait plaisir, elle a l'air là. très sûre d'elle. Mais cet après-midi, il va falloir qu'elle réponde aux vraies questions. Elle Quoi. jusqu'au bout. Oui, jusqu'au bout, oui. Et elle veut pas l'enfoncer. Bon. Allez, on se voit tout à l'heure. Oui, Hein, 14h15, il a dit. 14h15, ouais. D'accord. Ok, à tout à l'heure. Hein. Les premiers éléments ne permettent pas encore de trancher le débat sur l'intentionnalité du crime reproché. La Cour va donc revenir sur les faits, en s'appuyant cette fois sur les rapports de l'expert automobile. Celui-ci a participé à la reconstitution dirigée par la juge d'instruction, au terme de laquelle Geneviève Bertry a nié toute poussée sur le véhicule, contrairement à ses toutes premières déclarations. Au cours de la reconstitution, toutes les hypothèses ont été examinées en tenant compte de tous les paramètres possibles. Emplacement du véhicule, taux d'inclinaison de la berge, pluviométrie, état du terrain. À la barre, l'expert assène sa première certitude. L'expert l'a dit, quand on essaie de retenir un véhicule tel que celui-ci, avec une pente à 17%, c'est impossible. Que ce soit pour une femme ou pour un homme. C'est physiquement impossible. De toutes les hypothèses, l'expert retient deux scénarios possibles. Soit le véhicule a été immobilisé très près de l'eau et il a pu glisser tout seul, sur la pente. Mais dans ce cas, le conducteur n'a pas pu avoir le temps matériel de quitter le véhicule. Soit la voiture était garée, comme l'indique d'ailleurs l'accusé, à 6,50 m de la berge et il a obligatoirement fallu une poussée pour la faire glisser à l'eau. La défense, pourtant, persiste. L'expert automobile a bien dit, je lui ai posé des questions tout de même. Est-ce qu'il est possible que le véhicule ait pu glisser sans qu'il n'y ait d'action humaine? Il apparaît effectivement que le véhicule pouvait glisser tout seul. Entendu sur ses relations avec Jean-Paul, Geneviève n'a pas tari d'éloges sur son compagnon. La thèse de l'assassinat vient ainsi se heurter à l'absence de mobile apparent. Mais cela ne peut suffire à dissimuler les incohérences de l'accusé sur le déroulement des faits. Elle ment au juge d'instruction, elle ment aux gendarmes, elle ment aux jurés et elle ment aux victimes, elle ment à tout le monde. Pourquoi? Parce que c'est trop gros et qu'elle ne peut pas avouer la réalité. C'est-à-dire la réalité, j'ai assassiné cet homme, j'ai décidé il y a plusieurs mois d'en finir, j'en ai fini. Non, elle ne peut pas l'admettre. Elle essaie de rassembler des souvenirs qui ont été mélangés dans sa tête. Elle sait exactement ce qu'on lui reproche et le risque qu'elle encourt. Mais elle dit qu'elle n'a pas voulu sa mort. Alors, je pense que quand elle le dit, elle est sincère. Les débats de la journée laissent aux jurés une image étrange et dérangeante de l'accusé. Celle d'une femme apparemment banale,
mais rongée de l'intérieur par un sentiment obsessionnel de mort et par un exceptionnel sens de l'apitoiement sur elle-même et sur son destin. Cette deuxième journée sera consacrée à la personnalité de Geneviève Bertry. Nul ne doute maintenant que c'est de ce seul examen que peuvent surgir les explications d'un geste que l'accusée refuse d'assumer et auquel elle se garde bien d'assigner un sens. Avec l'aide d'un psychologue et d'une psychiatre, la cour et les jurés vont pénétrer dans un monde psychique très particulier. Ce qui était important chez cette femme, c'est que déjà, on avait une amnésie totale de ses 10, 12, 13 premières années. C'est-à-dire qu'elle était incapable de donner des précisions sur comment s'était organisée sa vie, qui s'était occupé d'elle, et donc c'était très très compliqué. Des toutes premières années de Geneviève, on sait que ses parents se sont séparés et qu'elle n'a jamais revu son père, sans doute convaincu d'attouchements sexuels sur certaines de ses filles. La famille a longtemps vécu à la Mulatière, dans la banlieue de Lyon. C'est vrai qu'elle est quand même très critique par rapport à son milieu familial, avec un père qu'elle n'a pas connu, qu'elle n'a pas vu, ou très très peu, puisque les parents divorcés, elle avait 5 ans. Et puis une mère dont elle dit qu'il y a eu peu d'amour, peu d'attention, peu de choses d'ordre affectif. Et puis elle a été placée dans un internat de 6 à 14 ans. Donc c'est petit pour être placée dans un internat avec ses sœurs. Et elle l'a vécu un peu comme un abandon. De ces 8 années passées à l'internat de la Sainte Famille, à Mornan, Geneviève n'a gardé que 3 souvenirs. Celui d'un incendie, celui d'une chute sanglante dans les escaliers et celui des cafards courant dans son lit. Elle dit quand même, les sœurs étaient gentilles, mais si vous voulez, malgré tout, c'est plutôt des souvenirs de l'ordre du traumatisme ou de l'ordre de l'inconfort. Le cafard, oui, c'est ça, la chute, le traumatisme crânien, dit-elle. Donc c'est plutôt des mauvais souvenirs. Cette enfance, c'est pas quelque chose qu'il a construite et elle a déjà une espèce de plainte par rapport à ça. Moi, je retrouvais en tout cas des carences vraiment fondamentales dans les liens qu'elle avait pu nouer avec son père, avec sa mère, qui ont certainement perturbé le déroulement de sa vie ultérieure. Sa vie ultérieure, c'est 2 ans d'école ménagère suivis de multiples emplois de vendeuse. À l'audience, elle évoque un viol subi à 16 ans et demi, dont elle n'avait encore jamais osé parler. 1 an et demi plus tard, c'est la rencontre avec Patrick, dans le grand magasin où ils sont tous les 2 employés. Ils se marient et donnent naissance à une petite fille. Une maman douce, aimante, très proche de moi. Et elle s'est jamais fâchée après moi. J'ai pas de souvenir qu'elle m'ait grondée. Le couple et l'enfant quittent Lyon pour l'Auvergne, où résident les parents de Patrick, avant de refaire le chemin en sens inverse pour des raisons financières. Lors de ce dernier déménagement, Geneviève affirme avoir été violée par son beau-père. Dans un premier temps, elle n'en dira rien. La famille s'installe à Pierre-Bénite, toujours à côté de Lyon, et la vie reprend avec ses hauts et ses bas. Geneviève, c'était la maman de mon amie. Une femme très douce, une femme très aimante, une femme très ouverte qui écoutait beaucoup, qui donnait beaucoup de conseils. M'a beaucoup apporté pour ça. Une femme qui faisait confiance à l'autre. Avec Patrick, c'était vraiment des moments de passion. Je t'aime, je te déteste, je t'aime. Ils étaient très complémentaires tous les 2. C'était... Ils ne pouvaient pas vivre l'un sans l'autre. Premier coup dur en 79. Geneviève a 23 ans. Elle est atteinte de la maladie de Hodgkin, un cancer des ganglions lymphatiques. Elle est guérie après 1 an de soins intensifs, mais elle restera marquée à vie par cette épreuve. J'avais 5-6 ans quand elle a été malade, je me rappelle. Pendant 1 an, elle n'a pas été à la maison parce qu'elle était malade, elle était à l'hôpital, entre ses rayons, sa chimio et le reste. Elle arrivait péniblement à s'occuper de moi. Je me rappelle qu'on allait la voir dans les hôpitaux.
C'est un cancer des voies lymphatiques. Et ça a déclenché un premier contact, alors qu'elle est très jeune, avec la mort. C'est vrai que c'est brutal, elle ne s'y attend pas. Et c'est une cassure, sûrement. Et à partir de là, va se développer quand même cette obsession incessante qui est le cancer, c'est-à-dire quelque part l'obsession de la mort, la peur de la mort. Donc après, toute sa vie, elle sera très, très centrée sur son corps, la moindre chose est dramatisée, elle est un peu hypocondriaque, elle parle avec son corps. Elle a toujours eu peur. C'était la grosse angoisse, 1 mois ou 2 avant de savoir qu'elle devait passer sa mammographie, savoir s'il y avait peut-être quelqu'un qui pouvait l'accompagner, ou alors elle le faisait en secret jusqu'à ce qu'elle puisse enfin ressortir rassurée et puis souffler. Au milieu des années 80, étranglé par les crédits et attiré par la campagne, le couple quitte la ville pour un mobil-home au camping de la Luère. La vie y est difficile, surtout l'hiver. L'enfant fait ses devoirs de classe dans la voiture. Elle a eu une vie de malheur, monsieur. C'était une personne gentille, qui n'avait rien, qui donnait tout, très effacée. Elle était là avec son mari, sa fille, mais son mari avait un défaut, c'est qu'il avait un cheval. Et l'argent du ménage passait uniquement dans ses plaisirs, c'était lui, si vous voulez. Donc elle subissait, elle ne disait rien, elle était là, elle mangeait ce qu'elle avait quand elle avait. Patrick étant un enfant gâté, quand Patrick voulait sa canne à pêche, la canne à pêche, on était à l'époque du franc, elle coûte 2, 3, 4 000 francs, c'était pas grave, il lui fallait celle-là. Il a fait pareil avec son 4x4, pour tout, c'était comme ça. Geneviève travaille dans une maison de retraite, ce qui ne manque pas de la renvoyer à cette image de mort qui ne cesse de la hanter. L'une de ses sœurs vient d'ailleurs de mourir d'un cancer. Elle supportait pas de voir mourir les gens. Surtout les personnes âgées. Il y avait énormément de personnes âgées qui étaient seules. Les enfants ne venaient pas les voir. Et ça la perturbait énormément. Elle a vu la mort un petit peu partout autour d'elle. Et elle a vu des gens dans sa famille et dans ses proches qui sont décédés du cancer. Elle a rencontré des gens qui décédaient de maladies. Elle s'est d'ailleurs occupée de personnes âgées qu'elle a vues également décéder. Et du coup, j'ai eu le sentiment qu'elle était entourée par cette espèce de nuage sombre qui représentait pour elle la mort. Quelque chose d'assez sinistre en tout cas. Nuage qu'elle n'arrivait pas à évacuer. Après la caravane, ils ont habité dans une maison à Courzieux, mais une petite maison très sombre. Ils ne sont pas restés très longtemps là. Et enfin, ils ont pu avoir un petit appartement avec un petit bout de jardin dans Courzieux. Et là, ils étaient bien. Et Patrick est tombé malade. Donc ça a été 1 an de souffrance. Patrick est parti après, et donc ça a été la dégringolade. Pour une fois que Geneviève pouvait se poser réellement, il y a encore la maladie qui les a rattrapés. Toujours quelque chose. Elle l'a soigné jusqu'au bout, et elle était très attachée à lui. Et la perte de son mari, ça l'a énormément choquée. Elle a pris 10 ans. Je pense qu'elle a eu très très peur de se retrouver toute seule. Ça a été aussi une angoisse pour elle très très difficile. Puis bon, elle avait perdu l'homme qui la portait. Le décès de son mari d'un cancer, fin 99, signe la fin d'un cycle de vie de Geneviève Bertry. Cette femme, plutôt soumise et effacée, perd en Patrick son principal repère. Sa disparition réveille en elle ses 2 angoisses obsessionnelles, la mort et la solitude. Évidemment, la seconde est plus facile à effacer. Jean-Paul Driard, il est arrivé dans notre vie quand mon père était malade. Auparavant, c'était quelqu'un qui connaissait du village, mais qui côtoyait pas forcément. Et moi, à l'époque, je ne vivais plus à la maison. Et quand je venais à la maison, c'est souvent que je le voyais chez moi. Et quand mon père est décédé, c'est lui qui l'a prise en charge. Ensuite, elle est venue vivre 4 mois chez moi. Il venait la voir presque tous les jours. Elle disait, il est gentil, il a de la peine pour moi, il vient me rendre service. Il se rend compte que je vais pas bien. Et moi, quelque part, ça me soulageait parce que c'est difficile de garder sa maman 4 mois à la maison, qui ne sait même plus qu'est-ce qu'elle doit faire de la prise de l'aspirateur et qui me regardait en me disant «
Je vais t'aider, mais qu'est-ce que je dois faire? Elle était perdue, elle savait même plus comment brancher une prise électrique. Elle voulait pas, hein. Mais il était toujours derrière, il allait toujours la voir. Et puis bon, sa fille lui a dit, écoute maman, si tu peux avoir un peu de bonheur. Pour Geneviève, Jean-Paul divorce d'une union instable et s'éloigne de ses 4 enfants. À Courzieux et dans les environs, c'est un personnage apprécié par sa bonne humeur et sa serviabilité. Employé de la Société des Eaux, chargé de relever les compteurs, il est connu de tous. Il a perdu son père assez jeune, déjà. Donc je pense que ça a été quand même une vie de galère quand même. Ceci dit, il a bien réussi professionnellement parce qu'il avait travaillé à la commune après. Il avait été embauché à la Société des Eaux, là. Ah ben lui, c'était un garçon hyper consciencieux dans son travail. Il était vraiment maniaque de faire du travail bien fait et d'être à l'heure et de toujours rendre des comptes et tout. Mais autrement, c'était un garçon qui aimait vivre, quoi. Voilà. Il a chassé avec mon mari, donc on a passé des moments extraordinaires. Ça, c'est sûr. Puis il s'occupait de tas de choses. Dans sa commune, il s'occupait de tas de choses. Il était là pour aider pour plein d'animations. C'était vraiment quelqu'un d'actif, quoi. Il était... Le couple emménage dans une partie de cette immense bâtisse, autrefois propriété du grand-père de Jean-Paul Driard et aujourd'hui restaurée. Lui est pleinement heureux. Il aménage un vaste chenil pour y loger sa douzaine de chiens de chasse. Seul le teckel molosse est toléré à la maison. Ouais, quand ils ont habité là, elle se promenait énormément avec Jean-Paul le soir. Tous les jours, ils allaient se promener. Oui, puis je veux dire, Jean-Paul avait aussi son petit chenil, si on peut dire, parce qu'il était un féru de la chasse, là. Il avait aussi ses lapins, donc il allait chercher souvent à manger à ses lapins le soir, en se promenant avec Geneviève. C'est là qu'on se rencontrait, et puis qu'on échangeait quelques mots, bien sûr. Oui, on sentait qu'ils étaient vraiment très proches l'un de l'autre. Ah oui, sans problème. Il a été très gentil, très romantique, attentionné. Et elle y a cru, hein. Mais même moi, j'y ai cru, hein, en me disant que quelqu'un d'aussi gentil, qui puisse un reménage à cet âge-là, et puis tomber sur la bonne personne, on se dit, c'est bien, elle va être heureuse. Le bonheur, comme toujours chez Geneviève, dure peu. Elle s'ennuie, loin de la ville et de ses habitudes. Elle rêve de vacances au loin, Jean-Paul de chasse et de copains. Elle était pas souvent chez elle. Elle avait envie de partir, elle se promenait beaucoup, elle restait pas longtemps chez elle. Non, je suis pas sûre qu'elle se plaise bien là. Jean-Paul, il travaillait. Le week-end, il allait voir ses copains, il allait acheter à la chasse. Elle, ils se voyaient quoi, le temps des repas, surtout le repas du soir, et puis c'est tout. Ils se voyaient pas la journée. Et puis elle, le week-end, elle récupérait les enfants de Jean-Paul. Donc, elle était seule, pratiquement. Vient le temps des récriminations. Geneviève s'occupe des enfants comme une seconde mère, dit-elle, et reproche à Jean-Paul de les délaisser. Elle apaise les tensions entre un père lointain et des adolescents en crise. Puis vient le temps de l'isolement. Jean-Paul l'aimait certainement énormément, mais pour lui. Ce qui fait que on les a pratiquement plus vus. Alors, occasionnellement, on mangeait ensemble quand même, mais c'était même pas une fois par an. Et même au téléphone, on le dérangeait quand j'appelais maman. Ah non, on est à table. Hein. Non, il me la passait pas. Et je l'entendais derrière qui disait « Mais c'est qui? C'est ma fille? Non, mais t'inquiète pas. » Et il raccrochait. Je l'avais au téléphone que quand elle m'appelait d'une cabine téléphonique. Il fallait pas que Jean-Paul sache qu'elle m'appelle. Donc uniquement là, oui, c'est ce qu'elle me disait. Elle me disait que c'était dommage, mais Jean-Paul voulait voir personne. Oui, je pense qu'il était amoureux d'elle, mais quelque part, il avait un amour qui est exclusif et pas envie de la partager. Et pas envie de la partager avec ses souvenirs. Ça le dérangeait. Et nous, on était ses souvenirs. Comme le chien, comme la jument. Se dessine ainsi le portrait d'un couple qui ne se comprend plus. Geneviève réclame toujours plus d'attention. Jean-Paul accepte, à condition que cela n'empiète pas sur ses propres plaisirs.
Non, mais c'est un homme qui était bourru, qui pouvait avoir des mots extrêmement forts, qui pouvait, voilà, qui ne sait pas faire. C'est un ancien, quoi. C'est un ancien. Et c'était pas... Voilà, non, mais attendez. Mais ça, c'est pas un crime. Bien sûr, non. Et voilà, c'est un trait de caractère. Voilà, c'est un trait de caractère. C'était... il était comme ça, voilà. Il vous a pas martyrisé. Oh non, ils en ont l'air. Non, mais voilà, vous comprenez. Non, c'est elle qui nous a fait souffrir de martyr. Bah oui, voilà. Mais c'est votre maman, soi-disant. Ouais. Hein, votre maman. Hein, vous faire plaisir. La personnalité tourmentée de Geneviève Bertry fait débat. Partie civile et accusation la voient en manipulatrice cynique. La défense en une femme dépressive, dépassée par les événements. Elle me mettait mal à l'aise. Mais mon neveu était tellement heureux, tellement content avec elle que... Voilà. Mais par contre, moi, ça me gênait de voir cette personne si silencieuse. Moi, mon mari prenait beaucoup pour la timidité, pas moi. Je ne prenais pas ça pour de la timidité, je disais non. C'est qu'elle n'a pas envie de nous parler, voilà comment je l'interprétais. Et c'est vrai que par rapport à mon neveu, on était toujours en train de plaisanter et de raconter des tas de choses. Ça nous surprenait qu'il soit avec une personne comme ça, quoi. En 2007, 2 événements viennent accroître la mélancolie de Geneviève. Elle est soignée pour une péricardite, conséquence de ses traitements antérieurs. Le couple quitte ensuite la grande bâtisse, trop mal chauffée, pour un petit appartement de Chevinet, un village non loin de Corzieux. Ils étaient très mal l'un et l'autre dans cet appartement. Et après, j'ai envie de dire, c'était la descente en enfer. Le gros problème qui est à prendre en compte, c'est ce chien Molos. Molos que Jean-Paul n'accepte absolument pas. Et pour Geneviève, c'est son chien. C'est le chien que lui a offert Patrick. Donc, gros sujet de dispute. Et je pense que ça a été après en s'amplifiant. Le dernier tournant intervient en janvier 2008. Face à Geneviève, qui se plaint encore et toujours, un médecin lâche l'hypothèse d'un nouveau cancer. Les analyses le démentiront, mais c'est trop tard. Le mot a été prononcé, Geneviève l'a entendu, il ne la quittera plus jamais. Elle avait peur d'avoir un cancer, peur de la mort. Elle était aréactive, elle répondait même plus au téléphone. Elle qui m'appelait quasiment tous les jours. Non, elle n'avait plus rien de la Geneviève que j'ai connue. Elle était sous médicaments, elle était effondrée complètement et... Ça va au-delà de la dépression, je veux dire, elle était au fond du trou. C'est un petit peu comme si elle l'attendait, effectivement, ce diagnostic, c'est-à-dire, ça y est, j'ai un cancer, j'avais raison, j'en étais sûr, je vais mourir d'un cancer. Et effectivement, du coup, elle est plutôt partie sur le côté très pessimiste et sombre de cette première annonce, sans aller effectivement beaucoup plus loin. Et c'est pas très surprenant qu'elle n'ait pas vraiment entendu que ce cancer n'était pas finalement un cancer et qu'elle n'avait pas grand-chose à craindre finalement. La vie de Jean-Paul Driard se complique. Il sent Geneviève s'enfoncer dans la dépression et accède à ses désirs. Il l'emmène quand il part travailler, où il la rejoint pour déjeuner. Il est inquiet. Il nous avait dit là qu'elle avait été fatiguée, là. Ça lui avait fait un souci pas possible, ça. Et d'ailleurs, après, il s'arrêtait pour nous donner de ses nouvelles. Il me téléphonait dans la semaine, d'aller voir madame Geneviève. Quoi. Il avait peur qu'elle se suicide. Voilà. C'est lui qui avait peur que... Il téléphonait 2-3 fois dans la semaine. Va la voir, tu l'as vue, enfin... Après, je le rappelais, je dis, je l'ai vue, elle va bien, c'est bon, quoi. Cette victime, Jean-Paul Driard, il a fait tout ce qu'il a pu, jusqu'au dernier moment, d'ailleurs, puisqu'il l'a accompagné voir un psychologue, donc jusqu'au dernier moment. Mais elle, ce qu'elle traduit et ce qu'elle ressent, c'est qu'on n'en fait jamais assez pour elle, et que l'autre ne peut pas être bien alors qu'elle est mal. Et cette phrase-là, elle a quand même heurté beaucoup mon oreille quand elle m'a dit « J'étais jalouse des gens qui allaient bien et jalouse de lui qui avait l'air d'aller bien. » Ça, c'est une phrase pas banale. Et ça peut être un motif de réactivité à un moment donné. Cette phrase, répétée à tous les experts, sonne comme un mobile. Il n'est pas question que Jean-Paul soit heureux alors qu'elle ne l'est pas. Et c'est lui, cette fois, qui est victime de malaise inexpliqué. Début mars, là, pour les élections municipales, il a commencé à changer. Voilà. C'était plus Jean-Paul, hein,
Il se tenait pas debout, il disait un peu n'importe quoi. On restait une journée sans le voir. Bon, le lendemain, 2 jours après, ça allait mieux. Enfin, mieux, un petit peu mieux. Et après, ça recommençait, c'était... Moi, j'allais au bois avec lui, il coupait des... Il voyait des branches où il n'y avait pas de branche, il voyait une branche, il était... Bon, il faisait quelque chose, mais quoi. Curieusement, les malaises de Jean-Paul correspondent exactement avec les effets indésirables du somnifère noctamide utilisé chaque soir par Geneviève pour s'endormir. Plus troublant encore, en un peu plus d'1 mois avant les faits, Geneviève s'est procuré 6 boîtes du médicament, soit au moins 30 comprimés de plus que nécessaire, des comprimés qui ont disparu. Mon compagnon, je vais le soumettre chimiquement. Plusieurs témoins qui se corroborent s'en aperçoivent et expriment les effets même, traduisent les effets de ces somnifères, hein, qui sont des effets assez impressionnants, hein, puisque un état de fatigue, il est plus lui-même, on dit globalement, il est plus lui-même, comme elle. Elle ne dormait pas sans ce produit. Donc, si elle en avait donné de façon exagérée et continue à son concubin, c'est elle qui aurait été dans la possibilité de dormir. Mais on ne peut pas imaginer, quand on voit la personnalité de M. Driard à travers les descriptions qui ont été faites, qu'il aurait accepté tous les soirs de prendre des médicaments dans sa soupe ou autre. Hein. En avril, les événements s'enchaînent. Jean-Paul Driard néglige son travail, il s'endort au volant. Le 21, il est placé en arrêt maladie. Dans une discussion avec ses copains, il qualifie Geneviève d'empoisonneuse. Vous avez un témoin, un ami proche de M. Driard, qui va dire, mais il m'a dit, c'est une empoisonneuse. Il avait compris que Madame Bertry avait décidé de l'empoisonner et avait quelque part décidé de l'éliminer. Même s'il a eu ce moment-là où il a dit empoisonneuse, mais je pense pas que dans sa tête, il croyait qu'elle voulait lui faire du mal. Moi, ça, je ne pense pas. Non. Non, il était trop bon pour penser ça. Il ne pouvait pas penser ça, parce que lui, il n'aurait jamais fait du mal à personne. Moi, cette thèse de l'empoisonneuse, c'est la déclaration d'un témoin qui aurait entendu M. Driard lui dire, parler d'elle en disant l'empoisonneuse, mais vous savez, on dit quelquefois aux gens, tu m'empoisonnes, ça veut dire, tu me pourris la vie. Hein. Elle m'explique qu'ils se sont disputés, que son conjoint en avait ras-le-bol de son état dépressif, de sa façon de stagner, d'être triste, d'être adynamique, de rien faire, qu'il la secouait. Elle dit que ça entraînait des disputes depuis quelque temps, nombreuses et souvent, et que tout était prétexte à, et qu'elle le sentait tendu, et qu'elle avait quelque part peur que ça aille plus loin. Et en quoi ça peut aller plus loin? Ça peut aller à une rupture. Il peut la quitter, il n'était pas marié d'ailleurs. La Cour entend à présent les proches de la victime, partie civile. Jean-Marc Driard, le frère de Jean-Paul, donne, sans le vouloir sans doute, le coup de grâce à une accusée déjà fragilisée. Il explique que le lendemain de la disparition de son frère, il a accueilli sous son toit, durant 2 nuits et autant de jours, Geneviève, pour qu'elle ne reste pas seule. Il décrit Geneviève, assise sur le canapé, le soir quand il rentrait de ses recherches aussi vaines qu'épuisantes, lui demander « Alors, vous l'avez retrouvée ?» À vivre ça, c'est très très dur de vivre en ayant dit on a reçu à sa table quelqu'un qui a ôté la vie d'une autre personne. Et ben ça, c'est incroyable à vivre. C'est pas possible, parce que ça fait mal. Ça. Ah oui. Tu sais qu'elle tient le coup. Elle a pas lâché une minute. Je crois qu'on a vécu un moment très fort pendant ce procès, quand les parties civiles sont venues raconter la quête du frère qui avait disparu, cet affolement, cette recherche désespérée où l'on va placarder des affiches, des avis de recherche de partout, dans la campagne, en ville. On attend le moindre signe de vie, on se raccroche à tout et n'importe quoi, on fait appel aux amis, à un radiesthésiste, on est désespéré, et puis en même temps, il y a celle qui sait tout, et qui est hébergée chez le frère de la victime.
Je crois que cette manipulation, elle se poursuit dans le prétoire. Elle essaye de tromper la religion des jurés en leur disant « je suis malade » et en se faisant passer pour une victime. Ça n'est pas une victime, c'est une accusée, et c'est une accusée qui a commis l'irréparable. En toute fin d'audience, pressée de questions, Geneviève Bertry a accepté du bout des lèvres de reconnaître son geste. Puisque tout le monde le dit, eh bien c'est que j'ai poussé la voiture, donc j'ai tué Jean-Paul, s'est-elle exclamée à bout d'arguments. On le voit, hein, véritablement, c'est une personne qui a toujours été dominée dans ses couples, que ce soit avec son premier mari qui est décédé d'un cancer, que ce soit ensuite avec Jean-Paul Driard, elle apparaît comme une personne effacée, et on se rend compte qu'il y a cette volonté de toujours satisfaire celui qui est le dominant. Et peut-être qu'effectivement, pour vouloir faire plaisir un peu à tout le monde, et notamment à la cour, peut-être également à la partie civile, elle va avoir dit « oui, d'accord, vous me le dites, vous avez certainement raison, donc je vais dans votre sens, je reconnais avoir poussé le véhicule ». Les jurés retiennent de cette journée l'extraordinaire inappétence au bonheur de l'accusé. Geneviève Bertry a de telles difficultés avec le bonheur qu'elle en vient à fabriquer son propre malheur. C'est la première raison de la mort de Jean-Paul Driard. La seconde, c'est sans doute la crainte de la séparation et la terreur de la solitude. Geneviève Bertry préférait quelque part savoir son compagnon mort qu'heureux sans elle. De retour dans sa cellule, quelques heures avant le verdict, elle ne peut que pleurer sur son destin, le seul dont elle parle, le seul dont elle sait parler. La réalité du geste meurtrier est dorénavant établie. Geneviève Bertry l'attribue non pas à elle-même, mais à sa maladie, au diable, à un vide qui l'aurait envahi à ce moment précis. Autrement dit, à un geste impulsif et non organisé. Il en va tout autrement pour les parties civiles et l'accusation, qui soutiennent l'acte prémédité, constitutif de l'assassinat. Ceux-là considèrent qu'entre l'administration du somnifère et l'étang, il existe un lien direct et réfléchi. On est dans le cadre d'un plan qui est minutieusement préparé, très en amont, qui est minutieusement exécuté et qui est minutieusement dissimulé. Vous voyez, 3 étapes. Et je dois dire que Madame Bertry les a maîtrisées à la perfection. La dernière fois que je l'ai vue, elle était incapable d'aligner 6 mots d'affilée. Incapable de penser. Non. Donc, je pense que préméditer un meurtre se demande un gros travail et elle n'en était pas capable. Qu'au moment de la prise des médicaments, elle se soit dit « Bon, ben maintenant, on va aller dans l'étang, je vais desserrer le frein et puis il va glisser dans l'eau », ça me semble tout à fait improbable. Moi, je pense qu'elle était dans un état totalement second. Elle était vraiment très, très mal dans sa peau depuis 3 mois à l'époque. Et il y a eu un élan spontané quand elle était arrivée au bord du lac. Alors, elle s'est peut-être dit inconsciemment « Je vais le punir ». Ce qu'elle a fait, c'était jamais penser ni organiser. C'était vraiment des passages à l'acte, c'est-à-dire qu'elle agit sans penser, ni organiser sa pensée. Et cette succession de passages à l'acte a entraîné malheureusement les faits qui lui sont reprochés. Le temps de l'instruction des faits est terminé. La parole est maintenant aux professionnels de justice. Au nom des parties civiles, Hervé Bambanast décrit une accusée aux idées noires, centrée uniquement autour d'elle-même, de ses maladies et de sa souffrance. À aucun moment, on a senti le sentiment de culpabilité, de regret ou de remords. Rien de tout cela. Elle n'a cessé d'essayer de se justifier en disant que c'était de la faute de la maladie ou de la faute du diable. Mais le cancer n'a pas tué Jean-Paul Driard. C'est sa noyade au fond d'un étang qui l'a tué. C'est cette réalité-là qu'elle refuse non pas d'admettre, mais de reconnaître, parce qu'elle sait très bien ce qu'elle a fait. Mais le visage qu'elle exprime, je lui ai dit depuis bientôt 3 ans, rendez-vous sympathique. Faites qu'on ait pitié de vous, faites qu'on s'assimile à vous, faites qu'on pense que ça peut être arrivé à tout le monde. Parce que les enfants, ils ont été bien. Il y a eu vraiment une immense émotion dans la salle.
sans être méchant à son égard. Ils n'ont jamais crié vengeance ni manifesté de la haine. Moi, je vais vous dire, je vois pas l'intérêt de se remettre 15 ans quand on peut en prendre 10. Au nom de l'accusation, Véronique Escolano brosse le tableau d'un couple improbable. Jean-Paul aimant la vie, Geneviève hantée par l'angoisse de mort. De l'accusé, la magistrate retient le machiavélisme, le cynisme, le sang-froid exceptionnel et la capacité de dissimulation. C'est le fait de ne pas assumer, le fait de ne pas exprimer ni ressentir de culpabilité vraie, mais aussi le fait de revendiquer pour soi un regard compatissant qui est inquiétant. C'est la raison pour laquelle je me suis adressée à elle en dernier lieu, en lui disant que, effectivement, il lui appartenait maintenant d'emprunter les chemins de l'humanité en assumant les faits vis-à-vis de la société, de la famille, et puis également, je pense, en mémoire de son compagnon. Les avocats de la défense et les proches de Geneviève accusent le coup. L'avocat général a requis une peine minimale de 20 années de réclusion criminelle. À la reprise de l'audience, les deux avocats de Geneviève Bertry tentent de rétablir la situation. Xavier Morose s'attaque aux deux piliers de l'accusation, l'intention de tuer et la préméditation. Il exclut l'un comme l'autre, en estimant que les débats n'ont pas permis d'établir que Geneviève Bertry ait réellement voulu la mort de son compagnon. Gérard Thomasin conclut en appelant les jurés à prononcer une peine équitable, loin des 20 années réclamées par le ministère public. La Cour. Nous avons face à face deux femmes, Madame l'avocat général d'un côté, Madame Bertry de l'autre, et j'ai l'impression que du côté de l'accusation, on aurait voulu qu'elle en dise plus. On lui a tendu la main du côté de l'accusation. On lui a dit, Madame, il faut pas fuir. Bon, Madame Bertry est incapable de s'exprimer. Elle est incapable d'exprimer extérieurement un sentiment, et Madame l'avocat général ne l'a pas raté. Hein. Elle a demandé pas moins de 20 ans en essayant de nous démontrer que c'était une empoisonneuse. On cherche des explications et on cherche un mobile. Et à un moment, il va apparaître que peut-être, nous dit-on, Geneviève Bertry se serait débarrassée de son compagnon parce qu'elle était jalouse de ce bien-être qui le caractérisait. Enfin, très sincèrement, c'est un peu court. On ne se débarrasse pas de quelqu'un parce qu'on est jaloux d'une personne qui est en bonne santé. La cour et les jurés se retirent pour délibérer. Dans la salle, l'ambiance est tendue. Raconte des conneries. Les 3 magistrats et les 9 jurés, 7 femmes et 5 hommes, doivent répondre à 2 questions. Geneviève Bertry a-t-elle donné volontairement la mort à Jean-Paul Driard? Et si oui, a-t-elle prémédité son geste? Ils doivent ensuite décider d'une peine, sachant que l'accusé encourt la réclusion criminelle à perpétuité. L'audience va reprendre après 3 heures de délibéré. La Cour. L'audience est reprise, vous pouvez vous asseoir. Levez-vous, Madame Bertry. Voici les réponses aux questions posées et l'arrêt délibéré en commun. Aux questions numéro 1 et numéro 2, la Cour et le jury ont répondu oui à la majorité de 8 voix au moins, ce qui signifie que vous êtes déclaré coupable d'assassinat. Donc, en conséquence de ces réponses, la Cour et le jury, après en avoir délibéré conformément à la loi et statuant à la majorité absolue, condamne Geneviève Bertry à la peine de 20 ans de réclusion criminelle.
Madame, vous avez un délai de 10 jours francs pour faire appel de cet arrêt. Passé ce délai, vous n'y seriez plus recevable. La Cour d'assises du Rhône a condamné Geneviève Bertry à la peine de 20 années de réclusion criminelle. Il n'a pas été fait appel de ce verdict, qui est donc devenu définitif.